Après plusieurs années à être minimaliste, c'est une philosophie de vie que j'ai plutôt bien intégrée à mon quotidien. Intégrée au point que ma vie est rythmée par beaucoup de principes minimalistes, mais je ne m'en rends même plus compte. À part dans le cadre de mon contenu sur cette chaîne, je parle très rarement de minimalisme avec des gens. Je me regarde pas dans la glace chaque matin en me disant que ma mission sur Terre, c'est de réduire mes possessions au maximum. C'est d'ailleurs une difficulté que je rencontre souvent en tant que créateur de contenu. Je me dois de déconstruire beaucoup de choses qui sont pour moi acquises et me rendre compte que je n'ai pas toujours fait ou pensé de cette manière. À chaque fois que je cherche une idée de vidéo, de mail ou de formation, je fais l'exercice de me remettre dans la peau de quelqu'un de moins avancé que moi dans sa pratique pour voir ce que je peux apporter de pertinent sur le sujet. Et c'est pendant une de ces phases de déconstruction de mes acquis que j'ai commencé à me demander ce que le minimalisme m'avait appris sur la vie. J'ai beaucoup réfléchi à cette question et j'ai listé toutes les choses que j'ai pu tirer du minimalisme jusqu'ici. Parmi ces leçons, il y en a qui me paraissaient vraiment pertinentes et qui rythment ma vie depuis plusieurs années. Je te parle de ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Ah, et avant de commencer, puisqu'on parle de se poser des questions sur le minimalisme, je vais faire une petite vidéo foire aux questions dans quelques temps. Donc si tu as n'importe quelle question à me poser, écris-moi ça en commentaire et j'y répondrai en vidéo. Au début de ma pratique, j'ai commencé par le classique désencombrement de ma chambre et après ça j'ai voulu passer à un dressing minimaliste. Je voyais bien tous les avantages relatifs au fait d'avoir des vêtements similaires et unis, notamment la baisse de la fatigue décisionnelle dont je t'ai déjà parlé en vidéo. Seulement deux grosses choses m'empêchaient de sauter le pas. La première, c'est que j'aime les vêtements et pour moi le dressing minimaliste était plus une restriction qu'autre chose. J'avais quand même conscience de tous ces avantages donc j'ai vite surpassé ce blocage. Par contre, ce qui me bloquait le plus, c'est que je me souciais beaucoup du regard des gens. J'avais peur de passer pour quelqu'un de sale qui ne se change jamais. Je ne voulais pas donner un air négligé car c'est tout sauf ce que je suis. J'ai fini par sauter le pas et j'ai remarqué que le regard des gens n'a absolument pas changé depuis que je porte sensiblement les mêmes modèles de vêtements chaque jour. Je pense même que personne ne le remarque. La raison, c'est que les gens n'ont absolument rien à faire de la manière dont je m'habille. En réalité, tout le monde passe bien plus de temps à se regarder le nombril et à penser à comment les autres vont les voir plutôt qu'à juger les autres. C'est d'ailleurs exactement ce que je faisais. J'étais centré sur mon apparence et sur comment j'allais être perçu, mais au final, ça n'a rien changé. Donc, tant que tu te changes tous les jours, tu peux être en paix avec toi-même. Personne va penser que tu mets le même t-shirt blanc depuis 6 mois. Le minimalisme est un outil, pas une liste de règles. Beaucoup de gens essayent d'intellectualiser le minimalisme en tentant d'expliquer ce que c'est et ce que ça n'est pas. Personnellement, j'essaye le plus possible de me prémunir de ce genre d'approche du minimalisme. Même si donner des petites règles peut être pratique au début, je pense que la manière la plus pertinente d'aborder le minimalisme, c'est de le voir comme un outil. Une pensée globale qui permet d'articuler les différents domaines de ta vie et être heureux en ayant moins ou en faisant moins. Certaines personnes se posent des questions parfois beaucoup trop précises et en sont à se questionner sur le nombre de t-shirts maximum qu'il faut avoir. Mais cette approche, elle n'aide pas vraiment à développer un vrai lien d'intentionnalité avec ses objets et ses activités. Il faut avant tout se questionner sur ses valeurs et ses motivations, et une fois que tout ça est clair, l'intentionnalité sera beaucoup plus facile à mettre en place. Comme je te le disais en intro, ça deviendra une manière de penser générale et tu ne te rendras plus compte que tes décisions sont guidées par une volonté d'être heureux avec l'essentiel. Troisième leçon ô combien importante que j'ai tirée du mode de vie minimaliste, c'est que le plaisir réside dans la mesure. J'ai parfois eu tendance à penser qu'une bonne vie était celle faite de plaisir illimité et que le bonheur se trouvait dans les excès. Mais finalement, j'ai changé d'avis avec une mentalité minimaliste et à travers différentes expériences. En réalité, la constante recherche du plaisir instantané est aussi celle de la facilité. C'est céder de manière incontrôlée à nos instincts les plus primaires. Et je pense que céder à tous ces désirs finit par plonger une personne dans la douleur. L'être humain qui cède à tous ses désirs est un éternel insatisfait, soumis au principe d'adaptation de son cerveau. En permanence, il recherche plus. Plus de vêtements, plus d'alcool, plus de nourriture, c'est une course sans fin. Par exemple, le désir de posséder est par nature illimité. La joie de la possession est passagère. C'est pour ça que je trouve important de ne pas faire reposer son bonheur sur une telle chose. Selon moi, le vrai bonheur est atteint grâce à un équilibre fait de plaisir intentionnel et modéré. Le vrai bonheur, c'est la légère ivresse avant le verre de trop. C'est le ventre bien rempli sans avoir envie de vomir. C'est l'intentionnalité envers chacune de ses possessions. La quatrième grande leçon que j'ai tirée du minimalisme, c'est que les bonnes choses ont un prix et qu'il faut apprendre à les payer. Le minimalisme me permet de consommer moins mais mieux et ça se traduit par le fait d'acheter des choses de qualité. Avant, j'étais atteint de ce que j'appelle le syndrome du juste milieu médiocre. J'ai remarqué ce syndrome chez moi et chez plein d'autres gens. Le juste milieu médiocre, c'est quand tu veux faire un achat qui compte pour toi, que tu n'achètes pas la chose la moins chère car tu ne veux quand même pas te retrouver avec un produit de mauvaise qualité, mais que tu refuses aussi d'investir un peu plus d'argent pour avoir quelque chose de vraiment qualitatif. Tu finis donc par acheter un entre-deux juste pour te rassurer, mais dans plein de situations, tu finis à moitié satisfait de ton achat. Alors que je me fasse bien comprendre, je me suis pas mis à acheter tout ce qu'il y a de plus cher depuis que je suis minimaliste. Si demain je vais acheter des mouchoirs par exemple, je m'en fiche qu'il s'agisse des moins chers du magasin.
La seule différence avec avant, c'est que mon lien d'intentionnalité me permet de distinguer ce dans quoi je veux investir plus d'argent. C'est par exemple le cas de mon matériel de travail. Si je veux acheter une nouvelle souris d'ordinateur, je sais que c'est quelque chose qui va me servir au quotidien et pendant longtemps. Donc autant privilégier une souris agréable, ergonomique et résistante, quitte à dépenser un peu plus d'argent. Je pense que c'est à chacun de savoir dans quoi il veut investir de l'argent pour avoir une vie plus qualitative. Peut-être qu'il y a certains domaines où je me contenterai de quelque chose de moyen, mais où toi tu refuserais de faire des concessions, et vice versa. Tout dépend de l'essentiel de chacun. Personne n'est parfait et sur ce point, il m'arrive encore de faire des erreurs. Il y a quelques jours, je racontais dans un mail l'histoire du jour où je me suis retrouvé à payer presque 1000 € de médicaments car j'ai voulu payer une mutuelle moins chère. Ce jour-là, la vie m'a bien rappelé à l'ordre. D'ailleurs, si tu veux pas rater mes prochaines histoires croustillantes mais aussi recevoir des conseils et des astuces plusieurs fois par semaine, ça se passe dans mes lettres minimalistes, des mails privés où je partage du contenu que je ne dévoile jamais sur YouTube. Si ça t'intéresse, clique sur le premier lien en description pour ne pas rater la prochaine lettre qui est sûrement sur le point d'être envoyée. Quand on parle d'épargner de l'argent, on associe souvent ça à un objectif précis. On épargne pour acheter une voiture, une maison, se payer des vacances de rêve et j'en passe. Mais il semblerait que les gens n'épargnent que très rarement pour aucune raison particulière. On croirait qu'il faut absolument une raison d'épargner et qu'épargner sans raison est bizarre ou une attitude de radin. Épargner pour t'acheter quelque chose dont tu as vraiment besoin est une très bonne chose. Mais en réalité, la meilleure manière d'épargner, c'est en prévision des choses impossibles à prédire. Le problème quand tu n'épargnes qu'en prédiction de futures dépenses, c'est que tu pars du postulat que tu es capable de prédire 100% de tes sorties d'argent à venir. Or, on pourrait peut-être admettre ça dans un monde où le hasard n'existe pas, mais le fait est que la vie de chacun est une permanente succession de surprises. Nassim Taleb appelle signe noir les événements rares et imprévisibles qui ont une portée considérable et exceptionnelle sur notre vie. C'est en prévision de ces signes noirs qu'il est important d'épargner, même si tu n'as aucune raison particulière de le faire. Ce conseil est vraiment le plus vrai et le plus important que j'ai jamais entendu en termes de finances personnelles. Et le minimalisme économique te permet de mettre de l'argent de côté chaque mois. La dernière chose que m'a appris le minimalisme, c'est que fait est mieux que parfait. De nature, j'ai une mentalité perfectionniste, et ça a longtemps eu un très mauvais impact sur mon travail et ma productivité. J'avais des idées et des projets, mais je refusais de me lancer tant qu'un alignement des astres ne me permettait pas de fournir un travail parfait dès le premier jour. Mais j'ai fini par comprendre que l'action, le fait de se lancer, serait toujours plus bénéfique que la recherche de la perfection. Sans me dire que fait est mieux que parfait, je ne me serais jamais lancé sur YouTube par exemple. Encore aujourd'hui, j'ai une énorme marge de progression pour atteindre le niveau que j'ai envie d'atteindre. Mais la progression, elle suit la consistance. Et c'est en faisant peu que tu pourras progresser sur le long terme. Si tu restes les bras croisés en attendant d'avoir tous les éléments du travail parfait en ta possession, sache que ça n'arrivera jamais. Donc si aujourd'hui un projet te tient à cœur, je ne peux que te conseiller de commencer par des petites actions sans forcément chercher la perfection et les résultats suivront mécaniquement. Voilà pour ces quelques leçons que j'ai apprises grâce au minimalisme. Il y en a encore plein d'autres et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une seconde vidéo. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. N'oublie pas non plus de me poser ta ou tes questions si tu veux que je te réponde dans la FAQ qui sortira prochainement. Enfin, si tu veux recevoir des astuces et conseils supplémentaires ainsi que des petites anecdotes que je ne partage pas sur YouTube, je t'invite à rejoindre les lettres minimalistes. Clique sur le premier lien en description pour vite rejoindre l'aventure avant que la prochaine lettre ne soit envoyée. Abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un petit j'aime et partage cette vidéo si elle t'a plu. Je t'en serai vraiment reconnaissant car ça m'aide beaucoup dans le développement de mon travail chaque semaine. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.